bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le minuscule, mais qui explique le grand. Comment les atomes s'assemblent. Oui, la liaison chimique. C'est la base de tout ce qui nous entoure. Notre source, c'est un document scientifique qui pose les bases. On va parler de Louise, de règles de l'octet, de polarité. En gros, pourquoi les choses tiennent ensemble et pourquoi certaines se mélangent ou pas. Ok, déballons tout ça. Ça commence avec une idée assez simple, non? Celle de Gilbert Lewis. Oui, Louis a eu cette idée géniale de représenter les électrons les plus externes, ceux qui comptent pour les liaisons, quoi, par des points. Juste des points autour du symbole de l'atome. Voilà. L'hydrogène, H, 1 point. Le carbone, C, 4 points. Le chlore, Cl, 7 points. C'est très visuel. Et on retrouve ça dans le tableau périodique? Exactement. Les éléments d'une même colonne, comme le carbone et le silicium, ils ont le même nombre d'électrons de valence, donc la même représentation de Lewis. D'accord. Mais pourquoi ces électrons, ces points, sont si cruciaux? C'est quoi le but pour l'atome? C'est la stabilité. En fait, la plupart des atomes, ils rêvent d'être comme les gaz nobles, Le néon, l'argon, ceux qui sont très stables, justement. c'est ça. Ils ont leur couche externe complète, souvent avec 8 électrons. C'est la fameuse règle de l'octet. 8, le chiffre magique, sauf pour l'hydrogène. Oui, l'hydrogène, il est plus petit. Lui, il vise 2 électrons. C'est la règle du duet. Bon. Et comment ils font pour atteindre cet état stable s'ils l'ont pas naturellement? Alors, il y a deux grandes stratégies. Soit ils perdent ou gagnent des électrons, et là ils deviennent des ions. Comme Na+, ou Cl-? Voilà. Soit, effet là qu'on forme les molécules. Ils partagent des électrons avec d'autres atomes. Le partage d'électrons. C'est ça, la liaison covalente. Exactement, deux atomes mettent en commun une paire d'électrons. Ça forme un doublet liant, et sur les dessins de Lewis, on représente ça par un trait. Un trait pour une liaison simple. Et s'ils partagent plus? S'ils partagent deux paires, on a une liaison double, donc deux traits. Trois paires, liaison triple, trois traits. Prenons des exemples. L'eau, H2O. C'est comment? Alors l'eau, l'oxygène au centre est lié à deux hydrogènes par des liaisons simples, OH et OH. Et le CO2, le dioxyde de carbone? Là, le carbone est au centre. Il est lié à chaque oxygène par une liaison double. Donc O égale C égale O. D'accord. Et ces traits, ces liaisons, ça donne une forme à la molécule? Tout à fait. Ça détermine la géométrie tridimensionnelle de la molécule. C'est crucial. Et j'ai entendu dire que ce partage n'est pas toujours équitable. Certains atomes tireraient plus la couverture à eux. C'est exactement ça. C'est là qu'intervient Linus Pauling avec l'électronégativité. C'est la tendance d'un atome à attirer les électrons de la liaison vers lui. Une sorte de force d'attraction pour les électrons. Oui, on peut voir ça comme ça. Pauling a créé une échelle pour mesurer ça, notée chi, la lettre grecque chi. Et comment on s'en sert de cette échelle? Ce qui est clé, c'est la différence d'électronégativité, delta chi, entre les deux atomes qui sont liés. Ah, la différence. Et selon cette différence? Alors, si la différence est très petite, disons moins de 0,4, le partage est quasi parfait. C'est une liaison covalente pure ou apolaire, comme dans O2 ou CH. D'accord, partage égal. Et si la différence augmente? Si delta X est entre 0,4 et environ 1,7, là, le partage devient inégal. Un atome tire plus fort. La liaison est dite covalente polarisée. Polarisé, ça veut dire qu'il y a des pôles. Oui, l'atome le plus électronégatif devient légèrement négatif, on note ça delta-, et l'autre légèrement positif delta+. C'est le cas dans HCl ou dans les liaisons OH de l'eau. Et si la différence est encore plus grande? Au-delà de 1,7? Alors là, c'est plus un partage. L'atome le plus électronégatif arrache carrément l'électron à l'autre. On a un transfert d'électrons. C'est la liaison ionique. Comme dans le sel, NaCl. Na+, et Cl-. Exactement. Na donne son électron à Cl. Ok, je vois. Une liaison peut être polarisée, avec un côté delta+, et un delta-, mais ça suffit pour rendre toute la molécule polaire? Ah, pas toujours. C'est là que la géométrie de la molécule entre en jeu. C'est une très bonne question. Ah oui? Comment ça? Prenons l'eau, H2O. Les liaisons OH sont polarisées. L'oxygène est delta-, les hydrogènes sont delta+. En plus, la molécule est coudée. Elle a une forme de V. D'accord. Du coup, les delta+ des hydrogènes sont d'un côté et le delta- de l'oxygène de l'autre. Les charges ne s'annulent pas, la molécule entière a un pôle positif et un pôle négatif. Elle est polaire. Et pour le CO2 alors? Les liaisons COO sont polarisées aussi? L'oxygène attire plus? Oui, elles le sont.
mais la molécule de CO2 est linéaire, OWCWO. Les deux oxygènes delta- sont opposés, à 180 degrés l'un de l'autre. Ah, donc leurs effets s'annulent? Exactement. C'est comme si on tirait avec la même force des deux côtés d'un objet, il ne bouge pas. Globalement, le centre des charges négatives coïncide avec le centre des charges positives sur le carbone. La molécule de CO2 est apolaire, même si ces liaisons sont polarisées. C'est fou comme la forme change tout, hein. Bon, et cette polarité globale d'une molécule, ça a des conséquences sur comment elles interagissent entre elles. Absolument. C'est la clé pour comprendre les états de la matière solide, liquide, gaz. Il y a des forces d'attraction entre les molécules. Plus faibles que les liaisons covalentes à l'intérieur. Beaucoup plus faibles, oui, mais essentielles. On les appelle forces intermoléculaires. Il y a les forces de Van der Waals qui dépendent justement de ces polarités, qu'elles soient permanentes ou même juste temporaires. Et il y en a des particulièrement importantes. Oui, il y a un type très fort et très important, la liaison hydrogène. Ah, la fameuse liaison hydrogène. C'est une interaction spéciale. Elle se forme quand un hydrogène, déjà lié à un atome très électronégatif comme l'oxygène, l'azote, N, ou le fluor, F, Donc un H déjà delta+. atome très électronégatif, O, N ou F, d'une molécule voisine. C'est cette liaison H qui explique beaucoup des propriétés de l'eau, comme pourquoi elle est liquide à température ambiante. D'accord. Donc, si on résume, on part des points de Lewis pour voir les électrons. Ça nous mène à la quête de stabilité, la règle de l'octet, qui crée les liaisons covalentes par partage. Oui, puis l'électronégativité explique si ce partage est égal ou inégal, ce qui rend les liaisons polarisées ou non. Et la géométrie de la molécule décide si la molécule entière est polaire, et cette polarité influence les forces entre molécules, comme la liaison hydrogène. C'est une belle chaîne logique, en effet. Au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? Quelle est la grande image? Mais ça nous dit que les règles du jeu à l'échelle microscopique, comment les atomes partagent ou s'arrachent les électrons, comment les molécules s'orientent et s'attirent, dictent directement les propriétés du monde qu'on voit. Comme pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Exactement, l'eau est polaire, l'huile est apolaire, les semblables se dissolvent entre eux, ça explique aussi les points d'ébullition, la tension superficielle, énormément de choses. Le macro découle du micro. Fascinant. Et pour laisser matière à réflexion, si la forme 3D est si importante, dictée par ces liaisons, comment cette forme spécifique, unique à chaque molécule, pourrait influencer sa fonction? Par exemple, son rôle dans une cellule vivante ou les propriétés d'un matériau? C'est une excellente question ouverte. La forme, c'est souvent la clé de la fonction en chimie et en biologie. Une piste à explorer. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.